Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 10 août 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 60 772 précisément au moment où j'enregistre l'émission. Ethereum 2630, donc une semaine qui finalement a été récupérée in extremis. Et malgré tout, on a un Ether qui continue de sous-performer. Moins 12 sur la semaine, tandis que Bitcoin est quasiment à l'équilibre. Le BNB est à moins 5,62 sur la semaine, mais à l'équilibre en daily. On a Solana qui surperforme du coup, puisque positif en hebdomadaire autour de 155 $. Le Toncoin aussi qui caracole à plus 10%, hebdo plus 5% sur les dernières 24 heures et on voit que globalement on a une majorité d'altcoins qui est entre moins 5 et moins 10. Les meilleurs ont tendance à venir coller autour du 0 voire plus 5, plus 10%, notamment pour le croc de crypto.com autour de 10 centimes qui nous pousse 12% en hebdo mais du coup 10% en journalier. Je sais pas s'il s'est passé quelque chose en particulier, mais en tout cas, belle remontada. Bit&Tor qui nous pousse 10% sur la semaine et moins 5 en daily après être venu chercher plus de 300 $. Très très beau rebond. Et au rang des contre-performances hebdo, on a Maker et malheureusement AAV 95 $, moins 17 et moins 16%. Donc la DeFi qui est toujours un peu boudée, mais qui avait légèrement pour AV performé avant qu'il y ait le gros dump. Donc ce qui fait qu'il est en train de se stabiliser comme ça autour de la 44e place. On clôture le top 50 avec Bonk, Arweave, The Graph et Floki Inu. Donc c'est marrant de voir que seulement en 5 places on a deux mêmes coins. Les 60-61 000 balles au centre, j'ai envie de dire, voilà, on a vraiment les deux bornes désormais. Au nord 70 000, en bas 48-49, et je crains sans trop m'avancer qu'on n'ait pas de prise de direction majeure entre la fin août et peut-être septembre, et il faudra attendre entre mi-septembre peut-être octobre pour voir quelque chose d'un peu plus costaud, ce qui fait que aussi ça nous laisse le temps entre-temps, s'il y avait une attaque vendeuse de nouveau, de revisiter les points bas, et pareil du côté du SP500. En tout cas, pour l'instant, on a eu un rebond qu'on pourrait qualifier de V-bottom ici, quand on regarde l'action de prix en 4 heures. On est venu nettoyer donc sous les 49 000 $. Le rebond technique nous a amené proche de 63 000. On n'était pas très loin des 63,5 ici de la médiane de la borne haute du range. On est en train de travailler la médiane pile poil qui se situe entre 59 et 61. Donc on va voir ce que ça va donner. Et là aussi, ça serait pas mal de faire un point haut, soit qui reste relativement perché comme ça, autour de 60 000, ou bien si on vient à avoir un peu la réciproque, qu'on vienne chercher une médiane, on va dire autour de 56 par exemple, pour ne pas faire un point bas qui soit équivalent et qu'on commence à démontrer un peu de force. Après, l'idéal, bien entendu, ça serait de rester au-dessus de 58-60. Le Crypto Fear and Greed a récupéré aussi, il était dans l'extrême peur pendant 24-48 heures, puis dans la peur, il est pas très loin de passer dans la neutralité, et comme vous le savez, on a nettoyé absolument tout ce qui devait être nettoyé. Le top lending protocol avec la TVL, c'est la Total Value Locked, donc en gros l'argent qui est déposé dans ces fameux protocoles de DeFi, avec AAV en tête de liste proche de 19 milliards. Derrière, il y a DeFi Just 5.7, Spark.fi 3.2, Compound 2.5, Morpho quasiment à 2.5 également, Venus Protocol 2.1, Camino 1.2, donc on est du côté de Solana aussi là, 741 millions Layer Bank Fi, 0x Fluid 603 millions et Avalon Finance 556 millions. Les outflows, inflows qui continuent malheureusement d'être un peu dragués vers le bas avec Grayscale qui continue de bouger beaucoup de Bitcoin, beaucoup d'Ether et d'en vendre sur une base daily. D'ailleurs hier on avait la petite discussion avec une personne qui disait que normalement on ne devrait pas avoir au niveau des trusts de Grayscale de pression vendeuse puisque c'est censé être 1 pour 1 entre la conversion de l'ancien trust, par exemple le GBTC, vers leur nouvel ETF qui a des frais largement amoindris puisqu'on est sur un ratio de moins 10 si je dis pas de bêtises. On était à 1.5 et on est à 0.15 à présent. Et ce qui fait que théoriquement, sur le papier, on aurait dû avoir Grayscale qui tout simplement vend d'un côté pour acheter de l'autre, mais dans la pratique, ça n'est pas du tout ce qu'on a pu apercevoir d'un point de vue on-chain. Il y a bien sûr BlackRock et toute la compagnie en face qui est en train d'absorber en fonction de leurs propres moyens, entre guillemets, mais voilà, on a régulièrement quand même des daily qui sont négatifs, et tant qu'on aura Grayscale comme ça qui continue d'alimenter et qui possède encore 6 milliards de dollars d'Ether et 16,5 milliards en Bitcoin,
ça crée une petite pression vendeuse à court terme. En tout cas, hier, ça s'est terminé avec un inflow positif pour Bitcoin de quasi 300 millions et pour les 9 Ethereum ETF, léger outflow de 21 millions, sachant que les jours précédents étaient positifs pour Ether mais pas pour Bitcoin. Il y a eu près de 2,5 milliards d'options qui ont expiré ce vendredi sur Bitcoin et sur Ethereum. Les données on-chain de Glassnode nous proposent, ou du moins nous suggèrent que en fonction du prix réalisé pour les entités, etc., on peut être effectivement sur un point bas puisqu'il y a beaucoup de Bitcoin qui ont été vendus à perte, peu importe les portefeuilles que l'on regarde. Et à côté de ça, on a les très gros portefeuilles qui continuent d'accumuler comme des fous. On réintègre donc l'ancienne zone comme le mettait en avant Jake Wujastik ici. À court terme, comme le mettait en avant Dan CryptoTrade, on avait beaucoup d'ordres, 750 millions qui sont positionnés vendeurs entre 61 000 $ pour Bitcoin et 62,5, donc c'est pour ça que ça ne passe pas. Ceci étant dit, c'était il y a 24 heures et désormais apparemment le plafond s'est enlevé. Donc vous voyez qu'en termes de manipulation de prix, quand même c'est assez extraordinaire quand on regarde et au niveau des échangeurs et des très gros portefeuilles. Il y avait un post aussi qui était plutôt intéressant ici de Halo Alpha PLS sur Twitter qui disait que quand on compare notamment, c'est un gros sujet en ce moment j'ai l'impression et ça a tendance à exciter un peu tout le monde selon qu'on est supporter d'ETH entre guillemets ou supporter de Solana, et donc il disait que c'est le revenu en fait qui compte pour soutenir une action de prix, et c'est vrai qu'au cycle précédent on a eu de très beaux revenus pour Ethereum et une action de prix qui nous a passé de 80-100 $ à 4900, 4950, donc ça faisait selon le moment où vous rentriez, si vous arriviez à choper à peu près le point bas, entre 1x50 et 1x60. Et c'est vrai qu'on a eu cette discussion hier, notamment du côté de Solana, puisqu'il y a beaucoup de comptes, de gros comptes anglais, américains qui disent oui, Solana 1000 $, Solana x5, x10 de maintenant. Sauf que quand on regarde dans le détail, déjà, il y a beaucoup plus de Solana en circulation que ce qu'il y en avait 2, 3, 4 ans au préalable. Ce qui fait que quand on regarde au niveau du market cap pur et dur, Solana a déjà fait un nouvel ATH market cap au moment où au printemps on était en train vraiment de turbiner là début 2024. Maintenant, est-ce que Solana a le potentiel d'aller chercher un market cap équivalent à Ethereum, voire 2 fois celui de Ethereum aujourd'hui? Ça me paraît quand même assez extraordinaire, à part si un jour on a un Bitcoin à 200 000, qu'on a un Ether qui lui-même a fait x3, x4 sur son market cap, et à ce moment-là, oui, Solana ira probablement entre x5 et x10. Mais si on se base sur, entre guillemets, la prévision qui fait un peu consensus d'un Bitcoin qui graviterait autour de 100 000 $ à plus ou moins peut-être 20 000 $ sur ce cycle, et qu'on a un Ether qui actuellement gravite autour de 2500, 2600 $, un ATH à venir chercher proche de 5000 et qui donc irait légitimement à entre 5 et 10 000 $. Là aussi, je donne une fourchette qui est extrêmement large, mais si ça s'arrête à 6 000, ça sera 6 000. Si c'est 7 000, tant mieux. Si c'est 10 ou 12 000, encore mieux. Mais voilà, c'est pour essayer de donner à peu près quelque chose qui soit logique face à BTC. Et donc, dans cet ordre de prix, si on avait Bitcoin à 100 000, Ether entre 5 et 10 000, Solana, il devrait être à peu près dans les clous de ce qu'a proposé Ether au dernier cycle, c'est-à-dire le fameux x50 qui nous amènerait au mieux quelque part autour de 300-400 $ dans ces eaux-là. Donc ce qui fait que aujourd'hui, quand on a un Solana qui est à 150 $ et qui a déjà réalisé une performance monstre de 8 $ à plus de 200 $ quand on était au pic là printanier, voilà, c'est les questions que tout investisseur devrait légitimement se poser. Est-ce que Solana va continuer aussi de surperformer et Bitcoin et Ether dans le temps? Il y a pas mal de débats autour de tout ça. Je suis curieux de voir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que même aujourd'hui, en l'état du marché, vous seriez prompt de votre côté à convertir par exemple du Bitcoin ou des Ethers en Solana? Ça, c'est une question qui est très intéressante et à laquelle n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et on essaiera de redébriefer derrière en fonction justement du nombre de coms que vous aurez laissé, ou si vous pensez qu'il y a un commentaire qui va dans votre sens, juste likez-le et on verra quel est le ratio justement des personnes qui croient plus en Solana aujourd'hui par rapport à Ether par exemple, et ce qui permettrait aussi de sonder un peu comme ça la foule entre guillemets au niveau des métriques.
Les chiffres d'inscription au chômage ont été très bons puisqu'on recule 233 000 pour 240 000 estimés et précédemment on était à autour de 250 000. Donc toujours pas de récession du côté des États-Unis. Et on terminera avec Alameda et FTX qui paieront 13 milliards d'amendes autour de la CFTC, donc qui est un organisme assez similaire à la SEC, sauf qu'il s'occupe pas tout à fait de la même chose, mais c'est un organisme de régulation et donc FTX Alameda 13 milliards d'amendes pour ne serait-ce que derrière avoir le droit aussi de rembourser les créditeurs, ce qui devrait là aussi intervenir assez rapidement, voire pour ceux qui étaient pressés, ils ont vendu leur claim entre temps. Je reviens pas donc sur Goku qui mettait en avant Sentiment, qui confirme ce dont on parlait tout à l'heure, du fait que les whales, elles, ne s'y trompent pas et les très gros portefeuilles long terme continuent d'accumuler. Et encore qu'il y a une bataille un peu entre baleines, entre les nouvelles baleines et les anciennes. Les très anciennes ont tendance à distribuer tout du long, tandis que les nouvelles ont tendance à accumuler, et notamment les nouveaux arrivants qu'on peut qualifier de baleines avec les ETF désormais. USDC, USDT contre le crypto total, c'est une mèche qui s'est bien fait repousser et d'ailleurs comme bon nombre de mèches, on va le voir dans un instant, on a eu ici une belle zone de polarité pour la dominance stablecoin. Pourvu que ça dure, pourvu que ça baisse, c'est le seul indice qu'on a envie de voir baisser sur le marché crypto, ce qui veut dire qu'on a moins de stablecoins en circulation ou que du moins ils sont peut-être dépensés. Un crypto total qui aujourd'hui est à 2083 milliards. Nous sommes samedi et il reste une journée, mais pour l'instant la bougie va clôturer dans le vert, c'est complètement dingue. Donc franchement je sais pas ce que nous réserve la suite, on a la moyenne mobile 20 qui finalement désormais est alignée pas très loin de la zone de résistance ici autour des 2400 milliards, donc pour plus tard ça risque d'être la zone dure à passer, mais en l'état on voit qu'ici au niveau du RSI on a fait un double bottom parfait et on a la zone haute donc à venir chercher par la suite pour imprimer un W parfait. Bien entendu tout ceci va mettre jusqu'à la fin du mois d'août pour se mettre en place si entre temps on vient pas chercher une deuxième tirette qui nous amènerait autour de 1650 par exemple ici, ou au plus du plus, moyenne mobile 200 hebdomadaire autour de 1500 milliards. Le crypto total 2 se colle à sa moyenne mobile 50, 883 milliards, la moyenne mobile 20 est au-dessus à 1035, ça risque de faire le yo-yo entre ces deux bornes, sachant que là on a méché la moyenne mobile 200 et le support qui se trouvait autour de 725 milliards, donc on est plutôt clean aussi du côté des altcoins, c'était la séance de rattrapage. Le crypto total 3 qui exclut Ether, pareil, moyenne mobile 200, 0,618 de Fibo. Est-ce qu'on va réussir à rattacher le wagon, imprimer, finir d'imprimer ce WRSI avec un W qui au niveau du cours finalement serait matérialisé comme ceci? En tout cas, c'est de l'ordre du possible aujourd'hui, puisqu'on le voit au niveau des histogrammes du MACD, on est plutôt, je l'espère comme vous tous, sur une fin de correction estivale que sur le début de celle-ci. La Bitcoin dominance qui est en train de percer la grosse zone ici de polarité des 56-57, on est à 57-55 après avoir quasi tapé 58. Est-ce qu'on va toucher ici enfin la grosse zone, puisque quand on regarde comme ceci, si on élargit un petit peu, eh bien c'était les points hauts ou du moins les points bas pour la dominance de fin août 2020, donc on revient quand même sur une zone de polarité très long terme. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est très intéressant ce qui est en train de se passer sur ce cycle, parce qu'on a vraiment tellement d'attention qui est tournée sur Bitcoin que oui, peut-être on est tous un peu pessimistes du côté des alts, on sous-estime les alts, et j'espère bien entendu comme vous tous que tôt ou tard, lorsque Bitcoin aura fini d'attirer toutes les liquidités vers lui, on aura ce petit ruissellement qu'on a constaté sur les cycles précédents, mais ayez toujours bien dans un coin de votre tête qu'à tout moment, le cycle des 4 ans, tôt ou tard, ça va finir par s'arrêter, le fameux cycle de ruissellement Bitcoin vers les altcoins, ça va finir par s'arrêter, ou du moins, ça ne sera pas dans les proportions qu'on a pu connaître en 2018 ou 2021, il y aura moins d'argent entre guillemets, et l'argent ira vers des projets qui leur semblent plus porteurs ou qui sont mieux fagotés entre guillemets. Donc j'essaie toujours d'avoir un ratio entre ce que je vous dis, le fait moi-même d'être impliqué dans les altcoins et de ne pas vendre du rêve, ou à côté de ça de ne pas être trop pessimiste non plus, d'avoir aujourd'hui de mon côté toujours un capital à défendre quand dans l'auditoire il y a peut-être des gens qui vont juste sur les mêmes coins avec 100 ou 500 balles. Donc je comprends aussi qu'il y a d'autant de profils que d'autant de recherches aussi au niveau du discours, et j'essaie d'avoir un discours qui est le plus neutre possible malgré tout au travers du temps, ce qui nous a permis depuis la reprise
reprise de ce bear market, de traverser et de survivre déjà lors du bear market et d'avoir un taux de réussite depuis l'automne 2023 qui est quand même loin d'être dégueu par rapport aux attentes qu'on avait du marché. Ether 2630, là aussi on est venu mécher très bas. Alors du côté de Kraken où il n'y a jamais de liquidité, c'était 1900 balles pour Ether, mais du côté de Binance c'était à 2100 $, moyenne mobile 100, moyenne mobile 200. Pile poil là où on l'attendait. Malgré tout, la bougie de Ether à 2634 aujourd'hui est toujours négative, malgré le fait que c'est une très belle bougie, entre guillemets, si ça se clôture ainsi. Le best-of, ça serait qu'on clôture un petit coup de rein supplémentaire, 2700 $, ce qui permettrait là aussi d'avoir une bougie verte pour Ether, à ceci près que la zone de sortie ici de contraction, elle est juste au-dessus, entre 2008 et 2009. Donc le mieux qui puisse nous arriver, ça serait que sur la fin du mois d'août, effectivement, on continue de construire entre 2500 et 2008-2009 pour Ether. Le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité qui est revenu de là où il venait pour le marché américain. Donc belle frayeur lundi dernier, mais au final un peu le nothing burger comme disent les Anglais. DXY 103 points, statu quo, petite bougie d'indécision, toujours pas de directionnel pour le dollar et c'est normal puisque dans tous les cas je pense que ça sera lorsqu'il y aura le pivot de la Fed qu'on va vraiment voir qui fait quoi. Et comme dit Warren Buffett, qui nage à poil et sans maillot, entre guillemets. 5344 pour le SP500 qui s'offre là aussi une bougie de remontada assez monstre et qui a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile 20. Malgré tout, c'est vrai que quand on regarde ici chartistement parlant, je pense qu'il y a quand même moyen qu'on aille chercher à terme les 4956 ici et de faire une pseudo épaule tête épaule qui serait plus ou moins en construction déjà ici et qui serait totalement actée si on venait à avoir le marché qui finalement avait anticipé un soft landing et qu'on a un landing un tout petit peu plus dur par la suite, sans pour autant parler de récession, mais je pense que les marchés dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et notamment les États-Unis, ont tellement été biberonnés de liquidités qu'ils sont trop optimistes. Et on le voit, le moindre grain de sable à l'échelle mondiale, donc c'était pas un petit grain de sable, c'était plutôt un rocher avec les 20 000 milliards du carry trade du yen, immédiatement, voilà, ça a failli faire exploser la fusée en vol. Donc je me méfie toujours un peu de ce qu'il peut arriver demain, bien entendu, tout en essayant de pas trop anticiper un scénario ultra catastrophiste qui n'a tendance à se produire que comme on l'a vu au moment du crack Covid en mars 2020, que toutes les décennies ou au moins tous les 5 ou 6 ans, sachant qu'un cycle financier trad a tendance à s'étaler entre 8, 10, 12 ans, dans la majorité des cas. Un petit coup d'œil à Coinbase qui est venu chercher en hebdo un décrochage à 161 et il a clôturé à 196 la semaine. Malgré tout, on a eu une belle correction ici pour Coinbase, donc on va voir ce que ça va donner. Ça a permis de reset complètement le RSI en passant autour de 45 qui est un support relativement bull ici, depuis qu'on avait eu l'extraction du marché baissier. Donc on va voir ce que ça va donner, mais Coinbase qui ont des résultats qui sont extraordinaires et qui, comme vous le savez aujourd'hui, sont les grands gagnants et les grands choisis au niveau des ETF. Le CAC 40 qui essaie de se raccrocher aux branches, mais qui est définitivement plus dégradé que le SP500. D'ailleurs, on avait la moyenne mobile 200 hebdo pas très loin, à 6800 points désormais. On a cassé donc une trend ici qui était haussière. On est en train de backtest la zone de sortie autour de 7300 points. Donc à voir ce que ça pourrait donner par la suite. Mais je pense que du coup, comme le CAC 40 nous a fait une descente qui était un peu on va dire prématuré par rapport au SP500 et qui peut-être aussi a été un peu accéléré dans son mouvement par le pivot de la BCE qui s'est fait largement en amont de celui de la Fed, peut-être que justement le marché français aura fini de corriger un peu plus tôt que le reste, à surveiller. Le CW8 de Amundi qui était venu chercher quasiment la moyenne mobile 50 hebdo 472 points, il est de retour à 498. Donc là aussi pour ceux qui font les emplettes sur les ETF pour des indices comme ça long terme, il y a quand même des niveaux clés qui sont relativement simples à observer et qui peuvent être intéressants. Et on clôturera avec le gold qui continue lui de faire je sais pas un semblant de biseau ascendant ici. On a une petite contraction. Est-ce qu'il va repartir à la hausse? En tout cas c'est un des indices et des indicateurs, le gold, de quand la planète se prépare un peu à de la catastrophe ou à des guerres parfois. Donc on ne peut pas souhaiter que le gold rentre dans un bull run d'anthologie, sinon ça veut dire qu'à côté il y a certaines choses d'un point de vue géopolitique aussi qui ne vont pas très bien, mais voilà, on a une petite contraction, on verra ce que ça donne, on va voir au niveau des taux, si petit à petit on a les taux qui se cassent la gueule, ce qui a l'air en l'état de se tramer.
Ensuite, le dollar, il faudra aussi qu'il lâche un peu du lest. La liquidité qui revient autour de l'automne. Octobre est un excellent mois pour le marché crypto historiquement, alors que août et septembre, et notamment surtout août, sont dégueulasses. Donc on est pile poil dans la saisonnalité. Je pense qu'entre le dernier trimestre 2024 et début 2025, ça sera là où on va pouvoir vraiment voir de belles choses pour le marché crypto, sous couvert bien entendu qu'on n'ait pas un truc qui nous tombe sur le pif de nulle part et qui soit externe au marché crypto. Là aujourd'hui, on a vraiment nettoyé en profondeur. Donc j'espère comme vous tous bien entendu qu'on aura un petit peu mieux d'ici voilà, la rentrée, peut-être pas, puisque septembre c'est toujours aussi un mois un peu bancal, tout le monde revient au boulot et les choses se posent. Mais octobre, définitivement, ça pourrait être un très bon mois pour la crypto, tel qu'il l'a souvent fait d'un point de vue de ce qu'on peut observer depuis une quinzaine d'années sur Bitcoin. Donc ça colle plutôt pas mal au timing et au calendrier. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je vous retrouve lundi. Ciao, ciao.